Faire de la santé par de la pédagogie, en apprendre davantage, encore et toujours, telle est notre mission et tel est notre engagement envers vous, fidèles amis téléspectateurs du bout des ondes et à travers le monde. Nous vous saluons. Heureux sommes-nous de vous retrouver dans votre émission Pédagogie et Santé. Le thème qui conduira notre émission de ce jour, l'importance et l'enjeu des programmes de dépistage, du dépistage en lui-même de manière régulière. Nous revenons bientôt pour en parler. Docteur Ramatoulaye Diop Cissé, notre invité du jour. Docteur, bonjour et merci de nous offrir votre agréable compagnie. Bonjour et merci de m'avoir invité à cette émission aujourd'hui. Tout le plaisir est nôtre. Alors, vous êtes médecin au Niger, votre pays, et nous allons donc vouloir découvrir cette structure de santé que vous dirigez. On va en parler un peu. Et juste après, on va parler de cet ensemble, la plateforme du secteur privé du Niger, dont fait partie votre clinique et un autre ensemble d'acteurs. Alors, cet établissement de soins que vous dirigez au Niger. Merci. Je suis directrice de la clinique AFOA, qui est une clinique pluridisciplinaire qui existe depuis 27 ans maintenant. Et AFOA, c'est vraiment un panel d'activités que nous menons, mais nos activités sont essentiellement centrées sur la santé de la mère et la santé de l'enfant. Et en tant que structure privée appartenant au réseau de la Fédération ouest-africaine du secteur privé, ça a été vraiment un plaisir pour nous et une décision très facile à prendre que de participer à cet événement qui se tient également à Abidjan. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous présenter modestement notre contribution que nous apportons au secteur de la santé tout court au Niger. Alors justement, nous rappelons à nos téléspectateurs que nous émettons en direct du Congrès africain du tourisme médical, la 5e édition à Abidjan. Alors, vous avez dit que pour vous, c'était une décision simple, naturelle, donc de faire partie de cet événement. Et justement, nous parlons de la clinique AFOA, nous parlons de cette clinique qui est multidisciplinaire. Alors, on peut quand même en parler, hein, en parenthèse. Qu'est-ce que la clinique AFOA offre en termes de tourisme médical? Vous savez, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le Niger n'est pas une destination de tourisme médical. D'accord. Par contre, nous, en tant que structure privée au Niger, on est pourvoyeur pour les autres structures de patients qui peuvent aller bénéficier soit des plateaux techniques, surtout des plateaux techniques dont nous ne disposons pas. Et cette opportunité pour nous de faire ce congrès en Côte d'Ivoire, un pays de notre sous-région, ça a été vraiment extrêmement important parce que les habitudes que nous avions jusque-là, c'était d'envoyer nos patients sous d'autres destinations, essentiellement autour du Maghreb. Mais on s'est dit, écoutez, ça peut être une opportunité de découvrir ce qui se fait autour de nous, à côté de nous, dans des pays qui ont plus ou moins les mêmes cultures que nous, qui offrent les mêmes intérêts à nos patients et donc où nos patients se sentiraient peut-être mieux à être pris en charge. Donc vraiment, c'est pour ça que quand la fédération, moi, m'a contacté à titre personnel et a contacté certaines autres structures, on n'a pas hésité parce que c'est le raisonnement que nous avons tenu et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ah ben, ça fait complètement sens. Alors, vous êtes également donc affilié à la plateforme du secteur privé de la santé au Niger. Alors, comment se porte le secteur privé de la santé au Niger? Ben, de mieux en mieux. Et vous savez, c'est vrai que la santé, il y a des avancées qui sont très rapides, qui nécessitent des coûts
qui sont importants, qui nécessitent des accompagnements, notamment les structures de nos ministères de tutelle. Moi, depuis que j'ai commencé, donc il y a 27 ans, aujourd'hui, je suis agréablement surprise de voir comment les choses avancent de façon exponentielle. On a aujourd'hui des grandes structures qui n'ont rien à envier à d'autres, et aujourd'hui, pour nous, c'était important aussi d'être là pour dire au reste du monde, mais on est là, nous aussi. Il y a des choses qu'on fait et on fait de bonnes choses. Alors, merci, docteur. Le message aura été entendu et nous allons le relayer autant que possible. Le Niger est présent. Oui. Alors, nous parlons donc du thème de cette émission, les programmes de dépistage, leur enjeu, leur importance. Et ces maladies, je ne sais pas si je serais correcte en employant le terme pathologie. Tout à fait. Pour lesquelles les programmes de dépistage sont importants à souligner et pour lesquels une grosse sensibilisation est nécessaire. Alors, on va commencer comme ceci. Quand on parle de dépistage, de quoi parlons-nous? Écoutez, le dépistage, c'est vraiment l'action d'aller chercher quelque chose avant que ça se présente à nous. Ah, d'accord. Voilà, c'est essentiellement de l'information parce qu'il est extrêmement important que nous puissions informer nos populations. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'événements qui surviennent, malheureux qui surviennent par manque d'information. Les gens ne savent pas tout simplement. Et c'est normal qu'ils ne sachent pas. Ce n'est pas leur job. D'accord. On est là pour les informer. Pour quelque chose qui peut leur paraître banal, sans les alarmer, leur dire, écoutez, c'est important que vous puissiez, à une certaine périodicité, vous faire contrôler, vous faire examiner, et ça évite qu'on arrive, notamment en ce qui concerne le cancer, qui est un sujet qui personnellement me concerne. En ce qui concerne le cancer, les dépistages précoces sauvent des vies inimaginables. Tant que ça, j'imagine bien. C'est un message qu'on ne répétera jamais assez. Mais justement, en parlant donc de dépistage, quelles sont les maladies ou les pathologies pour lesquelles aujourd'hui il y a un réel enjeu, voire une urgence en termes de dépistage? Écoutez, il y a beaucoup de maladies de santé publique. Que vous preniez le diabète, que vous preniez l'hypertension artérielle, que vous preniez le cancer, pour moi, toute maladie qui peut être dépistée nécessite qu'il y ait un enjeu autour de ça. Par exemple, l'hypertension artérielle, c'est tellement simple. Il suffit tout simplement, au cours d'une consultation, de prendre la tension artérielle. Moi, je dis tout modestement à mes jeunes confrères et consoeurs médecins, vous ne pouvez pas recevoir un patient en consultation et ne pas lui prendre la tension artérielle. C'est une occasion ratée de dépister une éventuelle hypertension artérielle. D'accord. Si ces gestes simples et logiques et qu'on nous a appris, on les applique au cours de nos consultations, on ne passerait pas à côté d'hypertension qu'on risque malheureusement de découvrir quand la personne va vous faire un AVC, malheureusement. On ne passerait pas à côté d'un diabète qui, dépisté à temps, peut être traité à temps. On ne passerait pas, c'est peut-être excessif et pas normal, on passerait moins à côté de cancers qui dépistés à temps, sont traités sans séquelles, sans mutilation, sans perturber la qualité de vie et avec une survie qui reste conservée. Donc, le dépistage, en tant qu'omnipraticienne, médecin généraliste, c'est le job du médecin généraliste. C'est le job d'informer, premièrement, c'est le job de dépister, secondairement. Et si ces pratiques, on les exerce, je vous assure qu'on va contribuer
à notre modeste façon, à faire baisser l'incidence de certaines pathologies graves. Ouais. Nous, à la clinique, je vais vous dire, je parle avec beaucoup de passion et d'engagement par rapport, il faut bien. Par rapport à ce sujet. Moi, j'ai été atteinte d'un cancer du sein. D'accord. OK? Et je sais que c'est le dépistage précoce qui m'a sauvé la vie. Donc, je ne peux pas ne pas transmettre ce message. Et c'est extrêmement simple. Avant qu'on arrive aux campagnes de dépistage par la mammographie, il suffit tout simplement d'apprendre à une femme à s'auto-palper. C'est un geste simple qu'elle est en mesure de faire toute seule à la maison, qui va lui permettre de dire tout se passe bien, super, ou je sens une petite boule dans mon sein, je sens des douleurs, je vois que la peau au niveau de mon sein change de consistance, je constate un écoulement, autant de signes qui, quand lui permettent de venir rapidement en consultation, elle va être prise en charge, elle ne va pas être mutilée. Parce que ce qu'on oublie de dire, notamment en ce qui concerne le cancer, c'est très bien de guérir, c'est waouh de guérir. Mais imaginez une femme qui est mutilée, sa vie, les conséquences sur sa vie. Une jeune femme qui se retrouve avec un sein en moins. Quelle image elle a d'elle-même? Avec toutes les répercussions que ça peut avoir sociales et tout le reste. Donc, le dépistage, s'il y a un maître mot, dépister, dépister, dépister. Merci beaucoup, docteur. Effectivement, vous voyez cela, cette dimension témoignage que de l'entendre d'une personne qui l'a vécu, d'une personne qui a été au cœur de cette lutte et d'une personne, du coup, qui comprend combien il est important d'avoir une approche avant-gardiste. Alors, j'entends dans votre propos que de manière générale, l'on ne dépiste pas assez, l'on n'informe peut-être pas assez, et puis c'est aussi une question de mentalité collective. Alors, encore une fois, à quel niveau pensez-vous que l'on soit, de manière personnelle, en tout cas dans les mentalités collectives, par rapport à cette affaire de dépistage, surtout quand on va parler du cancer ou du cancer du sein? Nous sortons à peine d'octobre rose et nous sommes dans novembre bleu. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire comme message? Oui. Effectivement, vous touchez un des points sensibles dans cette pathologie, c'est-à-dire premièrement les a priori sur la maladie, deuxièmement les peurs que cela suscite. Moi, je vous dis, les images de cancer qui nous font peur, ce n'est pas de nature à encourager les gens, par exemple, à venir se faire dépister. Parce que quand on prononce le mot cancer, les gens l'assimilent tout de suite à ces images de nécrose, de seins amputés. Je comprends que les gens en aient peur. Premièrement, dans la communication, il faudrait vraiment qu'on trouve les moyens de sensibiliser sans faire peur. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'on lève tous les tabous qui sont liés à notre éducation et à notre société. Nous, chez nous, au Niger, par exemple, le cancer, on l'appelle en termes vernaculaires Chiwondaji, ça veut dire la maladie de la brousse. Oh. Parce que les gens restent convaincus que c'est quelque chose, c'est soit des génies, soit un mauvais sort, et que ce n'est pas médical. Donc, les personnes le cachent. C'est ce qui fait qu'on arrive à des stades où la maladie, malheureusement, est au stade de métastase et où les chances de survie sont pratiquement nulles. Ouais. Premièrement, montrer des personnes qui ont affronté cette maladie. Et qui l'ont vaincu. Et qui l'ont vaincu. Et pourquoi on en est là? C'est pour ça que moi, je vous dis,
Et je le dis toujours, j'ai dit aux gens, écoutez, moi je suis médecin. La maladie ne connaît pas de médecin ou pas de médecin. Tout à fait. La preuve. Bien sûr. La preuve. Mais mon savoir m'a aidé. Ouais. Ce qui n'est pas ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais faisons en sorte que les gens comprennent. C'est pour ça que moi je vous dis, ma famille et mes amis n'ont pas forcément été d'accord que je parle ouvertement de ça. Ouais. Je leur ai dit, mais ce tabou, il faut que ce soit nous qui le levions. Moi, je suis prête et je le fais volontiers à prêter ma cause au cancer pour que les gens comprennent que c'est moi, c'est vous, c'est un tel. Ce ne sont pas que les autres. Ouais. Ouais. Alors oui, c'est vraiment très important de le dire comme ça. Surtout, justement, encore une fois, on reste vraiment sur le cas typique du cancer du sein. Alors, il y a de ces pathologies qui sont déjà, comme vous dites, en phase métastase ou en tout cas en phase de complications assez aggravées, peut-être même irréversibles, quand vous en découvrez les symptômes. Et puis, il y en a d'autres quand même pour lesquels vous avez la possibilité de découvrir des symptômes assez bénins et puis pouvoir engager des phases de traitement. Est-ce que vous nous donnez peut-être des exemples de ces maladies-là ou de ces cas où il est vraiment très important d'être avant-gardiste, soit envers soi-même, et puis pouvoir découvrir des symptômes qu'il est possible de prendre en charge? D'accord. Si j'ai bien compris le sens de votre question, est-ce qu'on parle spécifiquement du cancer ou bien d'autres pathologies? De toute autre pathologie. Et les symptômes, je vous dis, la règle numéro 1, chacun d'entre nous connaît son corps. OK. Tout signe anormal que vous constatez, allez chez un spécialiste. Il vaut mieux prêcher par excès que par défaut. Ah, vous voulez répéter? Vaut mieux prêcher par excès que par défaut. Nous le prenons. On connaît tous notre corps. Ouais. On sait quand il y a quelque chose qui va ou quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Dans plus de 90% des cas, les symptômes que nous présentons, c'est des symptômes bénins qui n'ont pas d'incidence. Il ne faut pas courir, aller sur Monsieur Google, mettre j'ai ci, j'ai ça. Ça va vous sortir une liste longue comme le bras et tout de suite, vous allez vous sentir concerné. C'est le réflexe que tout le monde a. Je m'amuse en disant de ne pas le faire en sachant que tout le monde le fait. Ouais. D'accord? Mais les signes, les premiers signes que vous constatez, allez. Très souvent, ce n'est absolument rien. Faites confiance au corps médical qui a un savoir, qui va vous rassurer, qui va vous orienter et au cas échéant, qui va vous prendre en charge. Ça, c'est la confiance qu'on doit avoir envers nos soignants, qui doit changer notre paradigme par rapport à comment on réfléchit. Ça ne sert à rien d'aller se planquer. On va se planquer et à petit feu, à petit feu, à petit feu, les choses évoluent au bas bruit. Et malheureusement, le jour où on décide d'aller vers les structures sanitaires, on est déjà à un stade déjà avancé, quelles que soient les pathologies. Des simples maux de tête, ok? Ça arrive qu'on ait mal à la tête, très souvent c'est rien, on s'endort, ça passe. Ouais. Des maux de tête persistants, vous avez des bourdonnements d'oreilles, vous avez quelquefois des sensations de mouches qui volent. Ça peut être de l'hypertension artérielle. Il suffit que vous voyez votre médecin, qu'il vous mette sous un régime diététique, baisse du sel, peut-être un traitement à une molécule et tout rentre dans l'ordre. Malheureusement, vous ne le faites pas. Votre tension, elle monte, jusqu'au jour où malheureusement, un vaisseau va péter et à ce moment, on dit « Aïe, il était bien portant tout de suite, il vient de tomber. » Oui, mais il était malade depuis plusieurs années. Ouais. Alors, merci beaucoup, docteur. Justement, notre avant-dernière question, elle va être justement pour rebondir sur quand vous dites « il ne faut pas se planquer ». Et effectivement, vous allez avoir quand même une grosse proportion de personnes qui aujourd'hui vont se planquer par gêne d'aller exposer ce qu'on a ou ce qu'on ressent, ou plutôt même par cette mentalité qui dit ne faut pas aller chercher sinon tu vas trouver ce que tu cherches. Quel va être le message? Oui, effectivement, beaucoup de gens
pense comme ça. Mais quand je prends, par exemple, les campagnes de dépistage que nous menons, que ce soit les dépistages du cancer du sein, du col de l'utérus ou de la prostate, je vais vous dire en proportion. Cette année, du 1er octobre au 20 novembre, on a dépisté 3400 femmes pour le cancer du sein et du col de l'utérus et 268 hommes pour le cancer de la prostate. Mais c'est bien. C'est vrai que les proportions sont considérables, mais c'est bien. Parce que cette année, la campagne que nous avons menée, nous l'avons couplée. Nous avons fait Octobre rose, Novembre bleu. Octobre rose, tout le monde en parle. Novembre bleu, les pauvres messieurs que vous êtes, beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Je confirme. Voilà. Rien que l'information, dire aux gens, Novembre bleu, et qui vous demandent, ah docteur, c'est quoi Novembre bleu? C'est une avancée inimaginable par rapport à ça. Donc, plus on va communiquer, plus on va rassurer, plus on va prouver l'importance du dépistage précoce dans les guérisons, dans les taux de survie, plus ça va inciter les gens à venir faire les dépistages. Parce qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, tu as un cancer, tu es mort. C'est à nous de montrer que non, quand tu es dépisté tôt, tu vis comme vous et moi. Ouais. Alors, c'est un message infiniment important que vous délivrez là et nous vous en remercions. Nous vous aurions gardé 2 heures de temps, que cette émission ne serait pas terminée parce que justement, dans la dynamique de cette émission, vous nous traitez vraiment avec santé et avec pédagogie. Quel va être votre dernier mot de cet entretien quand il s'agit donc d'insister sur l'importance du dépistage? Avant ça, dites-moi, est-ce que pour ces maladies dont nous parlons, donc le cancer de la prostate, du col de l'utérus et même d'autres types de pathologies, j'ai l'impression qu'en termes de dépistage aujourd'hui, la santé et les technologies ont tellement rendu accessibles les moyens de sorte que ce n'est plus vraiment un challenge si important que ça, que d'avoir de quoi dépister ou se faire dépister. Et donc, tout est disponible. C'est surtout une question de lutte de mentalité. Est-ce que c'est bien ça? Vous avez parfaitement raison. Effectivement, aujourd'hui, les moyens technologiques et les plateaux techniques dont on dispose permettent de faire des dépistages aisés. Le tout est d'amener les gens à se faire dépister. Et ça, c'est votre rôle de communicateur. C'est notre rôle de moindre communicateur. Nous le prenons à notre compte. Merci infiniment, docteur. Le mot de la fin? Ben, écoutez, ça a été un plaisir donc de participer à cette émission avec vous. Donc, on remercie au nom de mes autres collègues qui sont présents à ce congrès, la Fédération ouest-africaine qui a vraiment mis tous les moyens pour que nous puissions être présents ici et montrer ce que nous faisons un tant soit peu au Niger. Bon vent à la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. C'est un immense plaisir pour nous de vous avoir eu, docteur. C'était donc votre émission Pédagogie et Santé, fidèles amis. Nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres numéros de cette émission.